Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Jean-Christophe Granger. Bonjour. Ça va, vous n'avez pas trop froid? Oui, non, tout trop, je vais. Parce que vous êtes en train de faire comprendre aux Nancéiens qui nous reçoivent qu'il fait vraiment un temps pourri chez eux, mais Non, non, pas aujourd'hui. Non, non, au contraire, au contraire. il fait un temps magnifique et on est très heureux, Jean-Christophe Granger, que vous ayez accepté de venir à Nancy cette année, parce que vous n'aimez pas beaucoup les salons, vous sortez peu en fait. En réalité, oui, je suis quand même obsédé par le travail. Et je trouve que finalement, le mieux que j'ai à faire, c'est de rester chez moi pour travailler. Donc, je ne suis pas du tout quelqu'un qui fait des salons, des tournées même de promotion au moment des sorties de mes livres. Pas du tout. Je trouve que mon travail, c'est vraiment d'écrire les livres. Et puis, voilà, on me dit, alors, tu parles pas avec tes lecteurs, tout ça, mais j'écris mes livres pour les lecteurs, voilà. Et quel livre, le dernier en date, donc qui ne vient pas de sortir, mais qui est encore bien frais quand même, s'intitule Congo Requiem, toujours chez Albin Michel, votre éditeur. Il est très volumineux et c'est un immense bonheur de lecture, page après page. Pardon, là je me permets de faire la lectrice, parce que vous êtes un des rares écrivains de thriller, de polar, à avoir une langue, à être aussi connu, à avoir une langue aussi précise et aussi exigeante, avec des intrigues aussi haletantes. Comment arrive-t-on à être à la fois un écrivain de la langue et un écrivain de l'histoire? C'est assez rare en France, ce mélange-là. Déjà, merci pour les compliments. Alors, non, je crois que toute question de travail et de talent mis à part, ça vient de deux racines différentes dans mon travail. C'est d'une part, moi, je viens des études de lettres et vraiment comment dirais-je, de la littérature classique à la française, c'est-à-dire vraiment une littérature très très sophistiquée, donc avec un souci de bien décrire les choses, de trouver les mots précis. Et puis de l'autre côté, la littérature vraiment policière américaine, où j'inclus aussi les films américains d'action, qui sont ma grande influence. Et disons que mes livres, c'est la tentative de mixer un petit peu ces deux choses, c'est-à-dire de raconter une histoire vraiment prenante et très articulée, avec des rebondissements et un suspense, et en même temps essayer de, quand on est dans tel ou tel décor, ou quand le personnage éprouve tel ou tel sentiment, d'essayer de bien le décrire à la française. Alors c'est votre 12e roman, il est le second volet d'une histoire commencée avec Lontano, qui se lit d'ailleurs séparément, mais enfin on retrouve les héros de Lontano avec une intrigue qui s'inscrit donc 600 pages avant. Est-ce que vous pourriez nous dresser le décor de ce qui fera Congo Requiem? Alors, juste Congo Requiem, en fait. Non, oui, mais enfin vous êtes Oui, obligé de... Ouais. en réalité, les deux livres, Lontano et Congo Requiem, racontent l'histoire d'une famille, les Morvans, qui sont une famille de flics, de père en fils, et qui ont cette particularité par le père, qui est un petit peu le seigneur, le maître de la famille, qui est lui très très lié à l'Afrique. Il a passé beaucoup de temps là-bas, il a eu des intérêts en Afrique, et depuis, donc, il travaille en France sur toutes les questions de la sécurité pour l'État, mais il a toujours ces liens très obscurs avec l'Afrique et avec tous les trafics qu'on peut imaginer. Voilà. Alors, dans le premier tome, il s'avère qu'il y a une série de crimes qui sont commis à Paris et qui rappellent étrangement justement un tueur en série qui avait frappé dans les années 70 et qui avait été arrêté et identifié par le père. Donc cette fois-ci, c'est le fils qui va enquêter avec cette question évidemment centrale. Pourquoi des crimes répètent le même mode opératoire que ce tueur des années 70? Donc évidemment, mon idée, c'était de créer une enquête policière au présent pour savoir évidemment qui tue à Paris, mais qui posait énormément de questions sur cette famille et le passé du père qui est très mystérieux. Donc ça faisait longtemps que je voulais faire une saga familiale, c'est-à-dire raconter l'histoire d'une famille, et je l'ai fait à ma façon, c'est-à-dire à travers une enquête criminelle. Alors, dans le premier tome, on découvre qui est l'homme clou, le nouvel homme clou, celui qui frappait à Paris. L'homme clou, c'est le surnom du tueur parce qu'il s'inspire de statues religieuses congolaises où
le sorcier plante des clous dans la statue. Donc le tueur faisait la même chose avec ses victimes, donc des femmes. Et dans le deuxième tome, alors que tout est résolu, a priori sur le clou, le héros, le jeune héros, c'est-à-dire le fils Morvan, a remarqué pendant son enquête qu'il y avait quand même pas mal de mystères dans le passé de son père, et il décide d'essayer d'aller lever le voile sur tous ces mystères sur place au Congo. Son père, qui en effet a vraiment des secrets terribles, craint ça et le suit aussi au Congo. Donc d'un côté, dans Congo Requiem, on va avoir l'enquête du fils, poursuivi par son père, qui en même temps en profite pour aller voir ses mines, parce qu'il possède des mines de coltan, donc une matière très précieuse parce qu'elle est dans les téléphones portables. Et on a donc une bonne part de Congo Requiem qui se passe au Congo, où justement, en ce moment, et surtout à l'époque, là, il y a quelques années, il y avait une guerre terrible et très très sanguinaire. Donc ça, c'est bon. J'ai toujours aimé ça. Par le passé, j'étais grand reporter, donc j'aime beaucoup l'aventure, les pays extrêmes et puis les conditions difficiles. Donc on a ce jeune flic qui enquête sur son propre père, mais qui en plus va traverser tous les obstacles liés à la guerre. Et à la fois empêché et protégé par son père qui le suit. Et puis en France, il va y avoir quelques éléments aussi qui vont se développer, et là où qui mettront en scène les autres personnages de la famille, dont la jeune fille qui est semi-prostituée, semi-comédienne, et le jeune frère qui est financier drogué. Enfin bref, c'est une famille assez gratinée quand même, évidemment. J'allais pas raconter l'histoire d'une famille. Et la deuxième histoire qui, à travers la mafia italienne, répondra aussi à, voilà, à ce qui se passe en Congo. Ça concerne le frère donc financier et drogué qui est oui, marié avec drogué qu'il est moins quand même dans le livre. Hein, il est en... Oui, je dis drogué parce qu'il a quand même ce passé très lourd. Voilà. Mon idée, c'était de raconter l'histoire d'une famille qui est marquée par le personnage du père, qui est un homme très violent, qui bat sa femme et qui a mené des activités occultes et vraiment plus que bizarres en Afrique. Et puis de comprendre ce qui est arrivé au père dans sa jeunesse et même dans son enfance, qui explique la personnalité de ce bonhomme vraiment bizarre. Donc en fait, l'idée, c'est de raconter l'histoire d'une famille qui est sous influence du mal. Le père, avec tout ce qui lui est arrivé, et pourquoi il est devenu tel qu'il est, et lui-même à son tour, à quel point il a influencé ses trois enfants par sa violence, par sa cruauté. Et bizarrement aussi, c'est ce que j'ai essayé de montrer, sa volonté, parce qu'il les aime beaucoup, ses enfants, de les protéger. Alors ça, on va revenir justement sur la figure ambivalente de cet homme qui est malgré tout un père, et malgré tout, malgré sa violence, par-delà la violence, il est un père à sa manière, et puis c'est son rapport aussi au monde de l'Afrique, ce côté Jacques Foccart un peu qui le caractérise. Vous nous raconterez ça. Mais je voulais revenir d'abord sur le Congo, parce que vous racontez effectivement, vous plongez Erwan, le fils de Grégoire Morvan, au cœur du Congo, dans des pirogues humides, sous les tirs de balles, etc., avec des conflits locaux au cœur desquels il se retrouve mêlé, et pas seulement à passer à travers. Comment connaissez-vous aussi bien l'Afrique, Jean-Christophe Granger? Comment connaissez-vous aussi bien le Congo et les incroyables subtilités des conflits locaux? Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, avant d'être écrivain, j'ai été grand reporter, presque une dizaine d'années, et j'ai passé vraiment ces années à voyager partout dans le monde. J'étais reporter freelance, c'est-à-dire que j'étais attaché à aucun magazine. Je travaillais avec un photographe, on était en tandem, et donc notre travail, c'était de trouver toujours des idées de reportage originales et que personne d'autre partait faire. Donc, fatalement, on a toujours fait des reportages vraiment dans des milieux extrêmes et assez difficiles, des idées assez peu connues. Et c'est pour ça que pendant des années, je me suis retrouvé notamment en Afrique centrale, qui est de tous les pays que j'ai pu visiter, la région qui m'a le plus frappé, parce que c'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans le livre, c'est au-delà d'un pays différent, c'est quasiment une planète différente.
d'abord par le décor, les paysages et la jungle foisonnante, et puis par l'âme des Africains, qui est quand même un esprit très 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 différent de l'Europe. Donc je voulais raconter ça. Et moi, j'ai connu le Congo alors avant la guerre, surtout l'Afrique centrale. Donc je connaissais bien toutes ces ethnies, tous ces gens-là, comment ils parlent, puis les atmosphères et tout ça. Après, la guerre du Congo, ça, j'y suis pas allé. Et je me suis aidé de ceux qui y sont allés, et puis par la documentation. Mais là, j'avoue que j'ai été un peu paresseux, j'ai pas voulu retourner. D'abord, il y a la guerre, donc je sais que j'aurais pas vu grand-chose vraiment. Et puis, ça aurait été beaucoup d'efforts, beaucoup de temps passé là-bas pour pas grand-chose, je pense. Alors, bon, j'ai été un petit peu paresseux. Oui, enfin, c'est quand vous Ça se dites voit ça, pas, ça se voit pas. non, ça se voit pas vraiment, non. Ce qui est curieux chez vous, c'est que la géopolitique n'est pas le propos. Vous n'avez pas de message géopolitique à donner, mais vous vous servez de la géopolitique pour nourrir une intrigue. En fait, en général, on a plutôt tendance à imaginer Oui, l'inverse. alors c'est ce que je dis toujours. Souvent, les auteurs ont entre guillemets, un message à faire passer sur tel ou tel sujet actuel ou telle actualité géopolitique, et ils utilisent la fiction pour présenter tel ou tel conflit, tel ou tel problème, et pour le décrire et puis pour le présenter à leur lecteur. Moi vraiment, alors je fais le contraire. Ce qui compte pour moi, c'est l'histoire que je raconte, et j'utilise plutôt cette réalité contemporaine comme un background, un décor qui va venir nourrir et puis proposer des éléments comme ça à ma fiction. Mais pour moi, évidemment, ce qui m'intéresse avant tout, c'est par exemple ici l'histoire des Morvans et leur histoire psychologique. Je n'ai pas du tout vocation à expliquer les conflits géopolitiques. Moi, j'ai été journaliste, donc je voudrais expliquer la guerre du Congo. J'écrirai un livre, un essai sur la guerre du Congo. Je constate que la fiction est une très bonne manière de faire passer les infos sur quelque chose. Parce qu'en plus, on est tendu, on lit comme ça la fiction. Donc si tout d'un coup, on apprend quelque chose dans ce contexte-là, en état d'alerte, on est très très pénétré par ces informations. Mais c'est pas mon but du tout d'apprendre aux gens qu'est-ce que c'est que la guerre du Congo. C'est au contraire ma guerre du Congo qui va venir nous en apprendre sur les Morvans. Et on voit que la guerre du Congo, c'est d'abord une guerre autour de l'avidité, autour Oui. de la question des mines, autour aussi, on parle beaucoup du pétrole, mais vous mettez en exergue que les nouveaux enjeux, c'est aussi ce qui se passe dans nos téléphones portables et ces métaux précieux comme le coltan. Oh ben, c'est un peu trivial et triste à la fois de dire que le Congo, cette région-là, alors on parle du Congo belge, hein, ce qui s'appelait avant le Zaïre, ils ont cette espèce de chance qui est en réalité une malédiction d'avoir un sous-sol minier très très riche et qui leur donne donc l'occasion d'avoir des sous. Et donc cette guerre interminable serait finie depuis longtemps s'ils n'avaient pas ce sous-sol qui leur permet d'extraire quelque chose qui vaut de l'argent et d'acheter des armes. Donc, et puis en plus, c'est comment dire, cette manne justement qu'il y a dans le sol, c'est précisément l'objet de ces conflits. Donc malheureusement, mais ça les Africains, c'est triste à dire, mais ils ont le don quand même de transformer des choses positives en choses négatives, toutes ces choses qui permettraient de transformer leur pays dans quelque chose de bien, et ben ça a créé cet enfer de la guerre du Congo. Alors c'est là qu'arrivent évidemment les autres convoitises, européennes, occidentales et pas seulement, et intervient donc Grégoire Morvan, qui est la figure du patriarche que vous évoquiez. Alors c'est le pivot du livre. Comment l'avez-vous rencontré, ce personnage, ou façonné? Je ne sais pas comment vous travaillez justement, mais est-ce qu'il a été long à mettre en place ce personnage? Alors, il a deux visages, vraiment, Grégoire Morvan. Il a un visage, alors, comme toujours dans mes livres, de méchant, de force maléfique. C'est quelqu'un de violent, d'atroce, et puis alors, la chose nouvelle dans ce livre, c'est que en général, je parle de méchants qui ont un rapport au mal intime, mais qui
qui ne visent qu'à faire du mal, qui n'ont pas d'autres intérêts. Là, avec Grégoire Morvan, on passe dans une autre catégorie, qui est la catégorie politique, vénale. Lui, non seulement c'est d'une brute, mais en plus, il a toute une part de manipulation, de chantage. C'est un type qui a un passé dans la politique terrible. Et donc, ça lui donne une sorte d'ampleur. C'est vraiment un méchant avec un grand M. Et puis, il a un autre visage, c'est cette espèce de, comment dirais-je, d'attachement pour la terre africaine, parce qu'il la connaît bien. Et ça, j'avais peur, parce qu'il pourrait apparaître un peu, et même beaucoup raciste. Mais finalement, c'est le prix de l'affection qu'il a pour ce pays. Il considère qu'il a le droit de critiquer ces gens, parce que justement, il les aime et il les connaît bien. Mais alors, dans le livre, évidemment, les Africains ne sont pas, comment dirais-je, portraitisés avec gentillesse, ça c'est sûr. Alors c'est un méchant, comme vous dites, mais enfin, il est aussi très pragmatique. C'est-à-dire que quand il tue à bout portant un gars de son équipe blessé, effectivement, on est dans la jungle. Ce type va les ralentir, donc va mettre la survie du groupe en péril. Et il ne fait pas de sentiments, c'est-à-dire que c'est quelqu'un. Est-ce que vous diriez que c'est un être immoral ou amoral? Parce que tel que vous le présentez, on n'arrive pas à le détester. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le contexte est particulier. Je dirais que c'est un personnage qui a surtout sa propre morale. Et sa propre morale, c'est en fait ses enfants. Dans l'espèce de tourbillon de violence et de choses terribles qu'il a fait, il y a quelque chose auquel il tient et qu'il veut protéger et qu'il aime, c'est ses 3 enfants, qui en retour le détestent, parce que comme il bat sa femme, donc leur mère, ses 3 enfants l'ont toujours détesté et regardé comme un monstre. Mais malgré ça, il les aime, il veut les protéger et il n'est pas payé de retour. En fait, c'était ça que je voulais raconter. Dans mes livres, c'est toujours le même principe, et c'est le principe de beaucoup de romans. Vous parlez de choses que tout le monde connaît à l'échelle de sa vie quotidienne, en mode calme et cool, et tout d'un coup, dans mes livres, c'est propulsé avec le propulseur Granger dans des univers et avec une violence complètement exacerbée. Mais en réalité, c'est l'histoire d'un père qui, malgré ses défauts, aime ses enfants. Ça veut dire que vous avez des enfants adolescents qui sont ingrats et qui vous disent jamais merci, c'est ça? Non, alors là, j'ai pas vraiment pris le... Comment dire, là, pour le personnage de Morvan, ce qui m'intéressait, c'était vraiment son point de vue à lui, c'est-à-dire un type qui avance en faisant des choses vraiment terribles, en disant que, comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et justement, l'omelette, c'est tout ce qu'il veut apporter à ses enfants et les protéger, malgré même le fait que ce qu'il va faire que ses enfants le détestent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a, alors là, c'est un mot un petit peu excessif, mais il y a un côté christique chez Morvan, c'est-à-dire qu'il se salit les mains, il endosse tout le malheur du monde, et tant pis. Il sait qu'au-delà de ça, il fait quelque chose de bien de son point de vue, c'est-à-dire de protéger ses enfants. Alors ce personnage, vous l'aviez, il est très solide et puis il tient pendant 2 livres. Comment y avez-vous pensé? Est-ce que vos personnages vous arrivent comme ça un jour? Vous savez, tiens, voilà, il arrive dans votre tête, enfin un truc un tout petit peu dans la magie du romancier, ou est-ce que vous l'avez construit avec une Bible précise, vous êtes inspiré de gens autour de vous? Comment ça fonctionne? Grégoire Morvan, comme souvent dans mes livres, déjà c'est un bonhomme qu'on prend à un certain moment de sa vie, avec une situation très complexe. Là, en l'occurrence, il a réglé tout un tas de problèmes en Afrique. Il a le problème de ses enfants. Il a l'homme clou qui vient de sortir du chapeau alors que l'homme clou est mort depuis des années. Enfin, vous voyez, il y a tout ça. Et puis, il y a tout son passé qui est une espèce de miroir inversé de ce qu'il est maintenant et qui va nous expliquer pourquoi il est ça et qu'est-ce qui lui est arrivé dans son enfance, dans sa jeunesse. C'est vous qui lui avez trouvé ce passé. Oui, alors ce que je veux dire, c'est que j'essaye de concevoir toujours mes personnages avec ces 2 vitesses, ce qu'ils sont maintenant et ce qu'ils ont été. Et c'est un petit peu ce que je raconte toujours dans mes livres. Et malgré la noirceur de mes livres, qui est un message positif, c'est que tous les méchants, il leur est arrivé quelque chose de malheureux qui les a rendus méchants. Ce qui voudrait dire que quand tout va bien, tout le monde est gentil.
très optimiste. Mais en tout cas, mes méchants et même mes tueurs, parce que quand même, Grégoire Morvan, il est entre guillemets du côté des héros dans ce livre. C'est pas le tueur, c'est l'homme clou. Même mes méchants, mais très méchants, et même l'homme clou, quand on connaît son histoire à l'homme clou, on comprend que c'est avant tout un enfant traumatisé qui est devenu monstrueux parce qu'il était enfant traumatisé. Bon, ça c'est un peu mon dada, c'est mon idée de la vie, c'est que si un enfant grandit avec tout l'amour qu'il faut, il ne deviendra pas tueur en série. Est-ce que c'est pas un côté assez chrétien aussi de vouloir absolument Alors, vous avez dit christique, vous m'avez ouvert la voie. Non, mais c'est comme si le mal en lui-même ne pouvait exister sans avoir une raison et une origine. Voilà, c'est un côté chrétien et un côté psychanalytique à la Freud, c'est que le mal est quand même une distorsion, un effet d'autre chose, c'est-à-dire un effet de manque d'amour, un effet d'une frustration. Alors moi, évidemment, j'y vais au bazooka. En l'occurrence, les enfants ont été vraiment très très malheureux. Et je vous le dis pas, mais dans Congo Requiem, on découvre qu'est-ce qu'a été l'enfance de Grégoire Morvan. Et tout d'un coup, on se dit, ah, ouais. En effet, il a quand même quelques raisons d'être un petit peu brutal et d'avoir une vision de la vie particulière, quoi. On trouve même qu'il s'en sort plutôt très très bien, qu'il aurait pu être du côté de l'homme clou. On va arrêter de faire des apartés parce que c'est pas sympa. Mais en même temps, ça peut donner envie d'ouvrir le livre, et ce qui n'est pas une chose, ça peut ne pas perdre son temps, ça. Ce Grégoire Morvan donc, incarne quelque chose, des valeurs assez négatives que vous transcendez à travers l'image du père qu'il est. Et ça pose quand même la question de ce qu'on transmet aussi. Ces enfants, qui sont les co-héros du livre, sont assez, surtout Erwan, sont assez taraudés par l'idée de qu'est-ce que je tiens de lui, est-ce qu'il y a une fatalité à être l'enfant d'eux, et est-ce que le sang prédispose tragiquement à accomplir des choses négatives? Alors, ça c'est une autre chose que j'ai essayé de raconter. En réalité, comme ces trois enfants détestent leur père, évidemment, ils ont voulu être absolument autre chose que leur père, et surtout avoir un chemin qui est complètement coupé de ce qui pourrait être l'influence de leur père. Et puis peu à peu, dans le livre, ils vont comprendre qu'ils sont tellement dans cette idée d'être anti leur père que finalement, c'est une manière de subir une énorme influence de la part de leur père. Parce que tous, ils vont comprendre qu'ils se sont formés et qu'ils ont grandi contre ce monstre, et que finalement, sans ce monstre, ils seraient complètement perdus. Finalement, ils ont eu une espèce de vous savez, c'est comme, je ne sais plus qui racontait ça, Kant ou je ne sais plus, ou Hegel, que l'oiseau vole en résistant au vent. Il n'y aurait pas de vent, il tomberait par terre. Et eux, c'est exactement ça. Ils ont fait toute leur vie contre leur père, en réaction contre leur père, et c'est ça qui leur a forgé leur personnalité. Quand on lit ce Congo Requiem, on ne peut pas ne pas avoir des images de cinéma qui passent, des références comme Le Parrain, avec justement le rapport au patriarche, le rapport à la transmission et le rapport au libre arbitre du fils d'eux. Est-ce que vous avez eu comme inspiration, comme influence, des grands mythes qui vous ont influencé pour l'écriture de ce livre ? Non, pas tellement. Le Parrain, c'est évidemment une super bonne référence, mais je crois au contraire que, par exemple, ce qu'il y a dans Le Parrain, cette figure du père, son influence sur ses enfants, c'est finalement ce que tout le monde connaît. Et là, tout d'un coup, cette influence est transfigurée dans le milieu de la mafia et tout ça. Et je pense que c'est pour ça que ces films et ces livres plaisent tant, parce que, encore une fois, ils nous parlent de choses intimes et quotidiennes qu'on connaît bien, mais à la puissance fiction, c'est-à-dire poussée au maximum. Et moi, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai plutôt pris ce sujet capital et essentiel de l'influence du père et tout ça, et je l'ai transposé à la mode Morvan, avec l'Afrique, avec la violence, avec cet homme clou et tout ça. Mais finalement, le thème central, c'est un thème qui nous touche tous, très intime, quoi. L'influence des origines, et puis l'influence du père ou de la mère, etc. Parce que tu as oublié de parler de la mère. J'ai pas oublié. Non, mais la mère est intéressante parce qu'au début du livre, au début du premier livre de Lontano, elle apparaît comme une femme soumise et battue par son mari, donc vraiment une pure victime, et même quelqu'un qui ne devrait pas se laisser faire comme ça. Et puis peu à peu, on comprend que ça a l'air plus compliqué que ça. Et ça, j'étais content de faire ça parce que tout d'un coup, j'ai fait une sorte de suspense, mais alors avec vraiment
de la psychologie. Il ne s'agissait plus du tout d'enquêter sur qui a tué quoi. Il s'agissait de dire, tiens, cette femme passive et qui passe sa vie dans la cuisine à essayer de faire la popote à son mari, peu à peu, on comprend que c'est pas du tout ça et que c'est en fait une autre terreur. Et c'est pour ça que je n'ai pas oublié d'en parler, mais que j'attendais de voir comment on pouvait en parler sans spoiler, comme on dit aujourd'hui. On peut dire qu'elle a une grande part d'ombre et qu'on va la découvrir au fil des 2 romans. Et dans le Congo Requiem, justement, on va découvrir qu'est-ce qu'elle a fait, elle, à l'époque de l'Afrique. Parce que ça, j'aimais bien. Vous savez, l'Afrique, c'est une jungle. Quand vous arrivez là-bas, vous descendez dans un gouffre, dans un puits, et il y a quelque chose d'organique, vous avez l'impression de descendre au centre du monde, au centre de la Terre. Et ce que je voulais dans mon livre, c'est que ça soit pareil, c'est-à-dire que tous les secrets des Morvans, tous les secrets même de l'intrigue criminelle qui se passe à Paris, eh bien, ces secrets, ils se trouvent au fond de la forêt. Il faut aller voir au fond du gouffre. Et ça, j'aime bien parce que je pense qu'on est tous à aimer toujours ce qui nous a parlé quand on était petit, enfant. Moi, je dis toujours que mes livres, c'est des contes pour adultes avec les mêmes schémas, avec les mêmes principes. Et là, c'est pareil. On va descendre dans la forêt pour aller voir le secret de tous ces gens-là. Et le secret de la mer, il se trouve à Lontano, donc dans cette petite ville de l'époque de prospection minière où, justement, elle a fait des choses vraiment pas catholiques. C'est vous qui continuez dans le vocabulaire. Oui. Je ne veux pas non plus révéler trop de trucs. Mais non, bon. sans révéler, mais en fait, il y a quelque chose dans ces 2 livres qui appelle à la question du jugement. On s'est fait une idée sur cette femme dans Lontano, et ce que vous dites, vous, c'est que derrière un lien apparent, il y a des choses qui n'apparaissent pas, mais qui finalement abolissent le jugement. Au fond, quand on ressort de vos livres... il n'y a ni gentil ni méchant. Il n'y a que des choix qui sont faits. Et en fait, vous n'entretenez pas le manichéisme assez film américain, le camp des gentils, le camp des méchants. Il n'y a pas tellement d'antagonisme, en fait. On a l'impression que c'est selon l'endroit où l'on est né et l'endroit où on se trouve qu'on agit de telle et telle façon. Vous croyez au libre arbitre ? Ah oui, bien sûr. Je crois au libre arbitre, mais encore une fois... notamment pour mes tueurs, mais aussi pour mes héros, je crois qu'ils sont tous sous une chape vraiment d'influence qui est liée à leurs origines. Donc, évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est la note tragique. Donc, on a évolué toujours comme les symphonies en mineur, c'est-à-dire on est dans le tragique, dans vraiment le tourment et le drame. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Mais ce que je raconte, c'est quand même toujours une histoire de libre arbitre, mais bien teinté de déterminisme. C'est quand même que des gens qui luttent contre leurs origines, des influences qu'ils ont malgré eux. Et c'est toujours ce que je raconte, c'est-à-dire que même les flics, en effet, ils ont un côté noir, et je trouve ça plus intéressant de raconter un monde qui est quand même bien noir, où peut-être il y a une petite lumière qui va percer. Et de toute façon, la lumière, c'est quand même toujours l'effort du flic pour trouver l'assassin et arrêter l'assassin, mais tout ça dans un climat quand même de grande noirceur. Encore une fois, pour moi, les thrillers, c'est des contes pour adultes. Donc, je crois que ce que j'essaye, en tout cas, de vous offrir, c'est ce plaisir qu'ont les enfants. Moi, j'ai des petits-enfants, ils veulent toujours que je leur raconte des histoires de sorcières, de forêts pleines de monstres. C'est ce plaisir d'avoir peur, tout en sachant qu'on est, le temps du livre, dans de la fiction. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal, parce que on a peur, on frissonne, c'est des histoires horribles, mais bizarrement, pendant le temps du livre, toutes ces horreurs qui finalement existent dans la vraie vie, peut-être pas, des histoires à la Granger, c'est pas courant, mais il y a quand même la violence, la peur, la mort, la pulsion vraiment maléfique de l'homme, tout ça, on le sait bien, ça existe. Et ben, le temps du livre, c'est une fiction. Et bizarrement, c'est un paradoxe, mais le temps du livre, on se plonge dans ces choses qui sont horribles concernant les hommes, mais le temps du livre, c'est un conte. Et finalement, moi, c'est mon idée, ça devient un plaisir parce que justement, ça n'a rien à voir avec la vraie vérité de la violence des hommes. Et entre lire un livre où il y a un méchant qui rentre chez vous, qui rentre dans une maison, et ça nous fait peur, et puis entendre la porte qui s'ouvre parce qu'il y a un vrai méchant qui rentre chez vous, il y a une énorme différence. Là, je transforme, j'espère, la peur qu'on a tous en nous en plaisir, en une espèce de frisson, cathartique. Voilà, une vraie catharsis. Je n'osais pas le dire pour ne pas faire le prétentieux. Juste, si je me permets, vous voyez, j'ai des petits-enfants, j'ai des enfants petits, plutôt.
Ah, j'ai des enfants petits, j'ai pas Oui, encore pas des petits oui, non, parce enfants. que j'ai des petits-enfants. Donc non, mais voilà, c'était Oui, pour... oui, 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 parce oui, que oui. Non, ça faisait j'ai des enfants petits. info glissée comme Non, ça non, et non, 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 qui non, était non, pas non. juste du tout. Je suis pas encore grand-père, ça va pas tarder à m'arriver, mais pas Non, encore. mais non, rectifions les choses. Voilà, ne donnons pas d'informations. Alors, Lontano, Congo Requiem, c'est une œuvre qui vous occupe depuis un certain nombre d'années, qui est un énorme travail, un monde fabuleux, fabuleux, oui, dans le sens de conte que vous avez construit. Qu'est-ce qui a présidé à cette entreprise-là? Comment est-ce que cette idée a maturé pour rassembler l'énergie qu'il a fallu pour produire ces 2 livres-là? Alors, bon, d'abord, il y a des choses que vous avez envie d'écrire depuis longtemps. Moi, je voulais écrire l'histoire d'une famille, parce que en tant que lecteur ou spectateur, j'adore les sagas familiales où il y a toujours des déchirements dans les familles, avec toujours ces enjeux profonds, quoi. Le lien du sang, c'est ce qu'il y a de plus fort. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, il y a longtemps que je voulais faire une saga familiale. Mais par contre, je ne me sentais pas prêt pour écrire, et toujours pas d'ailleurs, pour écrire une saga juste familiale. C'est-à-dire, il fallait que je la raccroche à une intrigue criminelle. Moi, c'est ça que je sais faire. Donc, mais je me suis senti prêt quand même dans ces 2 livres à, par exemple, faire des chapitres où on ne parle que des problèmes de lien entre le père, les enfants, les frères et sœurs entre eux. Et ça, je ne me serais jamais permis ça avant, parce qu'en fait, avant, dans tous mes livres, chaque chapitre donne une information sur l'enquête. Si vous voulez, pour un auteur, l'enquête, c'est rassurant parce que vous savez qu'au moins, dans chaque chapitre, vous allez donner un élément qui va intéresser votre lecteur, qui est captivant pour le lecteur. C'est beaucoup plus risqué et beaucoup plus, entre guillemets, encore une fois, en tant qu'auteur, présomptueux de dire, tiens, je vais les intéresser dans ce chapitre juste avec une engueulade entre un frère et une sœur. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, j'espère que je ne suis pas tombé dans ce travers, mais moi-même, quand je lis des romans policiers, par exemple, qui accordent beaucoup de place à la vie familiale des héros, il y a toujours un décrochage, parce que vous êtes là, alors qui a tué et tout. Puis alors, tout d'un coup, le policier a sa fille qui a fait une fugue. Donc, tout d'un coup, on a une baisse d'intérêt terrible. Donc là, je voulais essayer de vraiment consacrer des vrais chapitres à l'histoire familiale, mais que ça reste toujours tendu comme l'enquête criminelle elle-même. C'est pour ça aussi que cette famille est quand même pas ordinaire. C'est-à-dire que même leurs problèmes familiaux à eux, c'est quand même des problèmes très très exacerbés quand même. Oui, mais des problèmes. Il y a une vraie dynamique dans leurs problèmes, dans la question du lien, puisque on ne les retrouve pas du tout dans le même état que celui où vous les avez lancés au début du livre. Oui, oui. Et puis encore une fois, mon idée, c'était toujours la même, c'était qu'il y ait une intrigue criminelle, comme d'habitude, donc cette espèce de colonne vertébrale qui enchaîne des éléments sur la vérité. On apprend peu à peu qui est le tueur et pourquoi il a tué. Et puis, il y a une autre colonne vertébrale dans ce livre qui est donc l'histoire de cette famille, et on apprend pourquoi chacun est comme ça et pourquoi ils font telle et telle chose qui sont quand même très noires et très incompréhensibles. Peu à peu, on va avoir toute une part du suspense qui concerne que la famille. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire, c'est ça qui m'intéressait, mais sans lâcher quand même l'intrigue criminelle. Ça, je trouve que c'est du point de vue de l'intérêt pour le lecteur, l'intrigue criminelle est le principal moteur. C'est quand même un roman policier, c'est qui a tué, quoi. Alors il y a la question du lien, la question du transgénérationnel, effectivement l'intrigue criminelle, et puis il y a aussi un thème qui arrive plus dans Congo Requiem que dans Lontano, c'est celui de l'amour fou que vous traitez. Attendez, alors l'amour fou, de quel point de vue? Eh ben, Entre qui et qui alors parce que... Non, parce qu'il y a quelques on va histoires éteindre les d'amour. micros. Quand même. Si on retourne en 1974. Ah oui, d'accord. Oui. Alors ça, oui. Mais c'est pareil, ça. Le thème de l'amour, c'est pas du tout ma spécialité. Et donc, je me suis risqué quand même à le traiter là. Et là, c'est une question aussi un petit peu de confiance en soi et d'expérience. Je me suis dit quand même, là, je peux me lancer à parler de l'amour et à essayer d'être toujours, comme je vous dis, captivant, mais plus avec des crimes et puis une question toujours centrale qui a tué, mais tout d'un coup avec des éléments amoureux. Alors là,
je me suis aidé parce que justement, on peut le dire quand même, il y a l'Afrique, il y a des éléments dramatiques, enfin il y a quand même tout un cortège d'éléments qui fait que ça ne sera pas juste une histoire d'amour et encore une fois un suspense. Et pourquoi est-ce que vous parlez de manquer de confiance en soi pour parler d'amour? C'est simple, par exemple moi en tant que lecteur et surtout spectateur, j'adore les comédies romantiques. On les connaît tous, les films américains, anglais ou même français de comédies romantiques. Donc en fait ces films-là, ce sont aussi un suspense. Le suspense, c'est est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas. C'est un fou suspense parce qu'on sait tous qu'ils vont finir ensemble. Mais quand même, c'est ça le moteur. Alors il y a des obstacles, il y a des situations, des quiproquos qui font. Donc c'est un suspense. Mais quand on est habitué comme moi à écrire des livres où dès le premier chapitre il y a un mort, où le héros est menacé en permanence de mourir, ce sont de tels enjeux que quand tout d'un coup vous redescendez à savoir s'ils veulent l'inviter à dîner, quand vous voyez, quand vous êtes habitué à traiter des sujets avec des enjeux vraiment très intenses, oui, c'est très difficile de descendre. Et puis c'est un autre talent. Moi, j'admire énormément les gens qui arrivent à faire un suspense prenant avec, oui, est-ce qu'ils veulent l'inviter à dîner? C'est quand même léger. C'est facile, c'est plus facile, vous savez, d'avoir un mort, de la violence, un tueur qui tue partout. Là, tout d'un coup, vous captivez tout le monde. C'est intéressant, l'amour est important, mais tout d'un coup, les enjeux amoureux, on descend d'un cran quand même. Donc là, j'y suis allé, mais à la sauce africaine, à la sauce criminelle, à la sauce Granger quand même. Alors, page 489, Gaëlle, qui est l'une des héroïnes du livre, la fille, dit que tous les chemins mènent au père. Est-ce que c'est... oui, vous pouvez y aller, c'est pour ça que j'ai pris le nom de la page, si je dois chercher après. Je vous crois. Tous les chemins mènent au père. Et la question, ce qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que c'est une parole que vous partagez ou qu'en est-il pour vous? Alors moi, ce qui est très curieux dans ma vie, c'est que justement, j'ai pas eu de père. Enfin, c'est curieux, et en même temps, c'est une explication. N'ayant pas eu de père, alors je vais essayer de vous expliquer quelque chose qui me semble toujours compliqué à expliquer. On pense que les auteurs parlent des choses dont ils ont envie de parler consciemment. Par exemple, quelqu'un comme moi qui a eu un problème de père, je vais parler du problème de père parce que c'est mon problème, donc je vais raconter ma vie, je vais raconter mes problèmes. Mais en tout cas, dans ma tête, ça ne se passe pas du tout comme ça. Le fait que j'ai eu un problème de père fait que je pense et j'ai l'impression que ça, c'est vraiment un sujet intéressant. Et je ne me rends pas compte que mon jugement sur le fait que c'est un sujet intéressant est totalement déterminé par le fait que c'est mon problème. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne veux pas parler de père directement parce que je me dis, tiens, je vais parler de mon cas et tout ça. Pas du tout. Mais j'ai l'impression que c'est le meilleur sujet à parler. Et finalement, dans tous mes livres, il y a une histoire de père. Moi, j'ai vécu avec ce point d'interrogation. Je vais vous faire un résumé, mais en fait, mon père était un malade mental, donc il était interdit de me voir. Donc, je ne l'ai jamais vu. Et puis ensuite, après, il est mort. Donc, d'une certaine façon, ça a toujours été un point d'interrogation avec une nuance menaçante, une nuance négative, puisque c'était quelqu'un de dangereux. Donc, j'ai grandi avec ça, on peut dire en tout équilibre, élevé par ma mère et ma grand-mère. Mais évidemment, ça a été une poche noire dans ma tête depuis toujours. Et quand vous écrivez, il me semble, vous écrivez d'abord évidemment toujours sur ce qui vous pose un problème, mais surtout avec ce qui vous hante, mais depuis l'enfance. C'est-à-dire, je pense qu'on a envie toujours de s'exprimer, et souvent pas consciemment, mais sur les choses qui vous ont hanté durant l'enfance. Donc moi, malgré moi et à mon insu, j'ai été hanté par cette question, et c'est évidemment une question qui revient dans tous mes livres. Mais je ne me dis pas, tiens, j'en parle parce que c'est mon problème. Je me dis, j'en parle parce que ça va intéresser tout le monde. Alors évidemment, l'histoire du père, c'est intéressant pour tout le monde. Mais quand même, par exemple, vous voyez, je ne parle pas beaucoup d'amour. Ce n'est pas un problème que j'ai dans ma vie, l'amour. Enfin, là je me vante. Non, mais ce que je veux dire, ce n'est pas un problème qui a hanté mon enfance, pas du tout. Par contre, la question du père, de qui il peut être, de cette présence fantomatique, ça, c'est quelque chose que j'écris dans tous mes livres, en fait. Tous mes livres sont la réponse à cette question-là. Alors là, pour le coup, le père, il est là, clairement identifié, mais c'est une menace énorme, et notamment vis-à-vis de sa femme, donc vis-à-vis de la mère des 3 petits.
C'est ce que j'ai voulu raconter. L'histoire de Lontano et de Congo Requiem, c'est l'histoire de trois adultes. Les trois enfants de Morvan, c'est trois adultes. Mais c'est finalement l'histoire de trois petits-enfants qui se sont, et il le dit à un moment donné, qui se cachaient sous la table quand le père battait sa femme. Je pense que ce genre d'élément-là, c'est une empreinte indélébile et ça va déterminer tout le reste. Et je trouve intéressant de parler de cette empreinte. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous aviez envie de raconter des histoires? Est-ce que la machine à inventer s'est mise en marche tôt dans votre tête? Tout de suite, tout le temps. Par toutes sortes de moyens. D'abord parce que je m'exprimais, alors quand j'étais petit, je dessinais plutôt beaucoup, donc je m'exprimais par là. Mais il y a, comment vous dire, je ne veux pas faire de la psychanalyse à deux balles, mais quand vous avez un grand manque ou une grande absence dans votre vie et surtout une grande question comme ça, qui est le père et tout ça, je pense que les processus du cerveau font que vous résolvez, vous donnez une réponse d'une façon ou d'une autre. Moi, ça a toujours été, entre guillemets, par l'expression artistique. Vous savez bien, on appelle ça la sublimation. Donc, ce qui devrait devenir un vrai problème, une pathologie, une névrose, vous le transformez en une activité qui fait que vous transformez de la mauvaise énergie en bonne, donc vous le transformez en expression artistique. Et évidemment, quand je me suis orienté vers les mots, c'est-à-dire vers le sens, parce qu'à un moment j'ai fait de la musique. La musique c'est plus innocent, c'est juste de la forme. Mais quand vous vous orientez vers les mots, donc vous allez raconter des histoires, vous allez parler de personnages, évidemment tout ça est marqué profondément par cette hantise qui vous vient d'enfant. Mais comme je dis toujours, parce que les gens s'interrogent toujours pourquoi je raconte des histoires aussi noires et pourquoi j'ai ce goût pour la violence, la mort, la cruauté, tout ça. Alors d'abord, il y a un malentendu. Il faut bien comprendre que vous écrivez sur ce qui vous pose un problème, pas sur ce que vous aimez. Si vous l'aimez, il n'y a pas de problème. Je sais pas, si moi j'aime... je sais pas, j'aime l'écriture, donc, mais j'aimerais les voitures de sport. Je ne pense pas que j'écrirais sur les voitures de sport. J'en achèterais dans la vie, mais je veux dire, la passerelle de l'écriture, c'est quelque chose qui sert à parler de ces problèmes, de là où ça fait mal. Moi, j'ai jamais pu accepter la violence humaine. Donc j'ai toujours su que j'écrirais sur la violence humaine. Je ne dis pas que j'apporte des solutions ou des réponses, mais c'est de toute façon là que vous avez envie d'écrire, ça c'est sûr. Bon, ça c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est que vous apportez une sorte de, comment dirais-je, il y a quelque chose de réconfortant, si vous voulez, à ce qui vous pose un problème et ce qui pose un problème à tout le monde, c'est-à-dire par exemple la violence dans mes livres, ça devient quelque chose, un objet esthétique, donc un plaisir. Donc je pense que là, c'est ça la solution qu'on cherche à donner, quoi. Tout d'un coup, moi, c'est fascinant. Donc moi, déjà, je suis quelqu'un de pas du tout noir et sombre dans la vie. J'écris des histoires très noires et très sombres. Eh bien, ce matin, j'ai signé beaucoup de livres. Je peux vous dire que les gens qui aiment mes livres et qui sont intéressés par mon univers, ils ne sont pas du tout sombres non plus. Donc c'est intéressant de voir que tout le monde est content de se retrouver dans la cabane toute noire. Il y en a beaucoup ici, quand même. Il y en a, je crois qu'il y en a quelques-uns ici qui sont un peu vos sombres. Livres. Non, mais qui aiment vos livres, vous voyez, je pense que... Ah oui, non, mais c'est ça, mais tout ça est très gai. Je veux dire, les gens arrivent, ils disent j'adore vos livres, ils ont passé un bon moment. Moi, évidemment, j'ai passé un très bon moment à les écrire, mais notre coin de rendez-vous, notre carrefour, c'est la noirceur humaine. Et je trouve ça plutôt sympa, moi. Et alors, parlons d'un truc sympa, votre écriture. Oui. Parce que ça, c'est... Bon, il y a, dans vos livres, il y a une espèce de puissance qui permet de mettre en place une histoire souvent complexe, de la rendre très explicite aussi, de nouer aussi, enfin, de lancer toute une famille avec toute sa complexité et en la maillant avec l'ensemble. Enfin, il y a un travail de composition et d'histoire très fort, mais aussi la langue. On ne peut pas pendant 700-800 pages emmener des lecteurs sans leur offrir un plaisir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a un malaise. On va arrêter de parler de violence et de noirceur. Bah oui, c'est peut-être nos sujets aussi. Oui, mais les mots portent, hein, les mots ont un effet. Et justement, parlons un peu du style et de la langue. Comment vous travaillez l'expression, la façon dont vous allez exprimer vos textes, votre histoire? Ah bah, encore une fois, c'est ce que je disais au début de la réunion. Moi, je viens avant tout de la grande littérature, celle qu'on utilise à la fac. Moi, j'ai fait lettres modernes. Donc, si vous voulez,
au début de tout, il y a la littérature, c'est-à-dire l'expression, le style, la beauté du style. Ça, c'est quand même, bon, ça a toujours été... Et d'ailleurs, ça fait partie de mon histoire. Moi, j'ai découvert les romans policiers vraiment sur le tard, au moment où je commençais à travailler. Pendant toute ma jeunesse et toutes mes études, pour moi, la littérature, c'était Marcel Proust et Balzac. J'avais une idée, une image du roman policier très négative, comme quelque chose de très mal écrit et de vraiment une sous-littérature. Et puis, quand j'ai découvert les romans policiers, je me suis aperçu de deux choses. D'abord que c'était très bien écrit, enfin pas tous, mais ceux qui sont très connus, les grands classiques de la littérature policière, c'est des très grands romans stylistiquement parlant, mais que, alors en plus, ils avaient quelque chose qu'ont pas du tout, ou rarement, les romans de la grande littérature, c'est qu'ils avaient une intrigue très prenante. Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup plus ce genre de livres que ceux que je m'étais farci toute mon enfance, toute ma jeunesse, où c'est de la grande littérature, mais souvent vous regardez dans un coin à quelle page vous en êtes, hein, parce que James Joyce, faut se le farcir quand même. C'est de la grande littérature, les mots sont très beaux et tout ça, mais souvent vous n'êtes pas du tout tenu par une intrigue. D'accord, mais ça vous me parlez en tant que lecteur. Donc ça, il y a une énorme, je pense que l'énorme majorité des professeurs de français en France adorent la littérature, ça n'en fait pas des écrivains pour autant. Ah non, mais alors moi qui avais toujours, comme je vous ai raconté, j'ai dessiné, après j'ai fait de la musique, j'avais cette pulsion d'expression artistique, je me suis rendu compte au bout d'un moment, parce que ça c'est une autre théorie que j'ai, mais c'est plutôt la discipline artistique qui vous choisit que le contraire, c'est-à-dire que vous vous rendez compte à un moment donné qu'il y a un endroit où vous êtes bon, quoi, où vous allez pouvoir faire quelque chose. Quand je me suis rendu compte que c'était vraiment à l'écriture de mots que j'étais le meilleur, c'était justement à ce moment-là que j'ai découvert les romans policiers. En fait, il y a eu une convergence dans ma vie. Quand je me suis mis à travailler, donc j'ai commencé à faire des grands reportages. Donc ma vie a totalement changé parce que j'étais un intellectuel vraiment d'intérieur. J'étais même jamais sorti de France. Et puis je pensais, comme les intellectuels, que les plus grands voyages sont dans sa tête. La chance, ça fait que j'ai pu faire des grands reportages. Alors là, j'ai découvert le monde, la diversité du monde. Et puis, on avait une vie un peu risquée, donc c'était une vie un peu d'aventurier. Et en même temps, j'ai découvert les romans policiers. Donc, d'un côté, il y avait ce genre littéraire qui était un genre musclé, où il fallait raconter des histoires vraiment prenantes. Et puis de l'autre, ma vie à moi m'offrait tout d'un coup un matériau, parce que alors je commençais à avoir des souvenirs de vécus, de choses que j'allais pouvoir mettre dans ces livres. Donc là, j'ai vu une convergence, parce que je ne me serais pas du tout senti à l'aise dans une littérature plus autobiographique ou plus, comment on dit, introspective, où il ne se passe pas grand-chose. Moi, j'ai tout de suite senti qu'il fallait que je raconte des histoires. Et la chance faisait qu'avec mes grands reportages, j'avais pas des histoires, mais j'avais des contextes, des paysages, et puis des informations vraiment assez étonnantes. Et une rigueur pour trouver le mot juste, peut-être, appris du journalisme ? Alors, oui, il y a un vrai lien entre mon travail quand j'étais journaliste et puis mon travail quand j'ai été auteur. En tout cas, le mot juste, je ne sais pas, mais le souci du suspense, c'est quelque chose que je trouve ont tous les bons journalistes. C'est pas à toi que je vais expliquer ça, mais un article, c'est d'abord un bon début qui accroche. Enfin, il y a une façon de donner les infos dans un article, quand il est bon, qui est fondée sur les mêmes lois du suspense. Et ça, moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une suite naturelle entre ce que je faisais en journalisme et puis après dans mes bouquins. Toujours une volonté d'étonner le lecteur, de le surprendre. C'est vraiment le sens de mon travail, c'est de surprendre toujours le lecteur, de jamais l'ennuyer. C'est le grand ennemi, l'ennui. Jean-Christophe, le temps passe à une rapidité quantique quand vous êtes là. La suite, alors, après Congo Requiem, on a le temps de le lire. Et alors là, le prochain grand jet. oui, parce que vous voyez, cette histoire de famille, quand même, ça fait 2 volumes je crois, de 800 pages chacun. Ouais. Donc c'était une grande histoire, une longue histoire. Hein. Et c'est pas une histoire que j'ai eu, comment dire, dont j'ai eu l'inspiration en 2 fois. C'était vraiment une histoire énorme que j'avais dans ma tête. Et à une époque, on a même pensé en faire 4 livres. Et puis finalement, on a décidé d'en faire 2 gros. Et voilà. Alors moi, c'est, comment dirais-je, je ne peux pas vraiment expliquer comment me viennent mes histoires, mais c'est mes histoires qui décident. C'est-à-dire que, par exemple, ces 2 volumes, ils se passent en Afrique, mais c'est mon histoire qui a décidé que ça se passera en Afrique. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne choisis pas un lieu et puis
j'y transpose une histoire, pas du tout. L'histoire me vient et c'est cette histoire-là qui décide des lieux, des personnages, de tout en fait. Après le vol des cigognes, l'Afrique s'est rappelée. Oui, j'ai eu cette histoire qui s'est naturellement mise en place en Afrique. Et là, qu'est-ce qui est venu naturellement pour le prochain ? Alors là, je ne veux pas effrayer le public, mais le prochain, ça va plutôt être une enquête parisienne, mais dans le milieu du porno. Donc c'est un autre esprit, tout à fait autre chose. On continue le motif de l'amour fou, c'est ça ? Non, mais quand même, vous savez bien, les romans policiers, c'est comme ça que je les conçois, et je crois que c'est vraiment une grande part du plaisir du roman policier. Il y a une enquête, c'est donc toujours l'occasion d'un voyage. Un voyage dans un pays, un voyage dans un milieu. Et là, en l'occurrence, dans mon nouveau livre, c'est des stripteaseuses qui sont tuées au début. Puis il s'avère qu'elles fricotent dans le milieu porno. Donc c'est pareil qu'un voyage dans un pays, mais c'est tout d'un coup un voyage dans un univers très particulier qui, moi, m'a toujours intéressé et qui, alors, il faudrait psychanalyser tout ça, mais qui, je trouve, fait un très bon décor pour une série de meurtres. C'est-à-dire qu'on a un petit peu l'amour et la mort, le désir et la destruction. Tout ça fait un très bon mélange. Donc, attention, il n'y aura pas que le porno. Après, ça parle beaucoup de grandes peintures classiques. Goya, tout ça. Donc, vous voyez, c'est pas que vulgaire, quand même. Vous vous rachetez, c'est pas que vulgaire. Et ça sera pour la rentrée prochaine, c'est ça ? Alors, qu'est-ce que vous appelez la rentrée ? Non, ça sera pour le printemps, je pense. Parce que là, j'ai fini, mais le temps de, comment dirais-je, de réécrire, de corriger, patati patata, ça sortira en avril, un truc comme ça, je pense. Et y a-t-il des projets d'écran entre-temps ? Alors, les projets d'écran, j'en ai plusieurs. J'ai conçu une série. Je m'excuse parce qu'en même temps, je cherche mon portable parce que je veux vous photographier pour mes enfants. Mais avec ma doudoune, là, j'y arrive pas. Non, je continue à parler. Oui. Et oui, alors, les projets d'audiovisuel, il y a une... Là, c'est là. Excusez-moi. Là, là. Voilà, merci. J'ai conçu une série avec le personnage des Rivières Pourpres, le commandant Niémance. Et donc, j'ai écrit 4 histoires originales, vraiment des histoires qui, d'ailleurs, dont je vais faire des romans, parce que j'aime bien ces histoires, et c'est des enquêtes du commissaire Niémance, on dit commandant maintenant, des enquêtes du commandant Niémance, et ça va me forcer à faire une chose que j'ai toujours juré de jamais faire, c'est-à-dire d'avoir un héros récurrent. Mais en l'occurrence, après mon nouveau livre, là, je vais écrire 4 livres beaucoup plus courts qui seront les enquêtes du commandant Niémance et qui raconteront, alors là, je ne sais pas comment je vais faire parce qu'en même temps, elles vont passer à la télé d'ici 1 an et qui sont fondées sur le même principe que les Rivières Pourpres, c'est-à-dire ce commandant, alors cette fois-ci, il aura plutôt une jeune femme comme adjointe et qui est appelée en aide à des histoires, dans le cadre d'enquêtes criminelles très difficiles et très étonnantes, dans des régions de la campagne. J'ose pas dire province. Donc à chaque fois, ça sera dans un lieu de France différent où il y aura, comme les Rivières Pourpres, c'est-à-dire des séries de meurtres vraiment très très bizarres où les gendarmes sont dépassés. Donc on appelle le commandant Niémance. Alors ça c'est en plein tournage là et je suis assez content parce que moi je reçois tous les jours ce qu'on appelle les rushs, c'est-à-dire ce qu'ils filment chaque jour. Et j'espère que ça a une bonne tête au niveau des rushs. Alors il faut voir monter tout ça, mais c'est pas mal. Et celui qui joue le commissaire Niémance, le commandant Niémance, cette fois-ci, c'est un acteur qui s'appelle Olivier Marchal, qui est assez connu et que moi j'adore, qui a une espèce de tête de Jean Gabin. Là maintenant, il vieillit en plus. Il joue très bien et il incarne très bien le commandant Niémance. Alors j'ai ça et puis j'ai un autre projet de série en anglais d'après mon roman Le Serment des Limbes. Et puis j'ai une autre série que j'ai conçue comme une série, dont je ferai peut-être un livre aussi, parce que finalement, j'ai la tentation parfois d'utiliser une idée pour en faire quelque chose d'audiovisuel. Parce que l'audiovisuel, il y a un côté très stimulant dans l'audiovisuel, il y a un côté travail d'équipe, on vous propose, vous travaillez avec... enfin, non, je travaille avec personne. Mais enfin, je vois des gens, donc c'est quand même stimulant. Et des fois, je suis tenté donc d'utiliser une idée que j'ai pour en faire
une adaptation audiovisuelle, mais j'aimerais bien aussi en faire un livre. Donc je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais. En fait, je vais essayer de vous me confirmez débrouiller. l'étroitesse des relations entre le livre et la série, ou le livre et... C'est-à-dire qu'habituellement, on part du livre pour faire une série ou pour faire un film, et vous Voilà, faites moi, l'inverse aussi. au centre, il y a l'idée qui peut devenir un livre, une série ou les deux. Et puis, il faut que je choisisse un petit peu. Puis, alors, il y a une facilité pour l'audiovisuel. Écrire un scénario, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple que d'écrire un livre. S'atteler à un livre, c'est quand même un travail énorme, où vous faites tout. Le scénario, c'est une sorte d'esquisse qui va être faite par d'autres gens. Donc, d'un côté, c'est plus facile, et d'un autre, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous n'êtes jamais satisfait, en fait, de ce que font les autres. Enfin, moi, je suis jamais satisfait. Alors, on a donc le grand plaisir de savoir, d'apprendre qu'on n'a pas fini de vous retrouver un peu partout. Je travaille beaucoup. Hein. Oui, mais on va vous voir quand même. Jean-Christophe Granger, merci beaucoup de nous avoir consacré cette heure avant de repartir à l'écriture qui vous est si chère. Souriez tous, vous êtes pris en photo. Merci à tout le public pour votre attention et votre passion à venir chaque année dans cette magnifique manifestation. Bonne fin de festival à tous et merci Jean-Christophe. Merci.